Ouais, alors c'est une question, la question que tout le monde se pose, mais en fait c'est presque une mauvaise question parce qu'en fait on peut pas avoir la réponse. Je vais m'expliquer. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait la question, c'est comment on mesure en fait cette augmentation et en fait, bah, la réponse, ça dépend des outils en fait pour mesurer ça. Et par nature, on voit bien la question des bavures, c'est des choses un peu complexes, un peu secrètes. Je dirais à la fois du côté des plaignants ou des plaignantes, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, pour mesurer des chiffres qui augmentent, il faut qu'on ait plus de plaignants qui décident de se plaindre, entre guillemets, et de l'autre côté, une institution qui s'ouvre plus à la plainte. Et en fait, ça, historiquement, ça n'a jamais été stable. Hein. Je dirais, alors, je ne veux pas faire de comparaison malheureuse, mais c'est comme sur la question des statistiques, sur les agressions type viol, etc. Est-ce que ça augmente ou pas? En fait, c'est très difficile à dire dans le temps pour ces questions-là. Je vais prendre un exemple très simple. Hein. Par exemple, depuis 2013, à l'IGPN, en fait, on peut, sur le site internet, on peut porter plainte en fait si on estime qu'on a été victime de violences policières ou d'un comportement inapproprié. Donc, on peut le faire. Et ça, c'est nouveau, c'est-à-dire que ça n'existait pas avant 2013. Donc, si on regarde en fait depuis 2013, on a les chiffres en fait cette de plaintes qui augmentent. Est-ce que ça veut dire en fait qu'il y a plus d'actes problématiques que par le passé? Il y a un bien malin qui pourrait le dire. Ça veut dire qu'on a un outil maintenant et on peut estimer aussi que depuis 2013, les gens connaissent mieux cet outil, etc. Et donc, du coup, déposent plus de plaintes. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus de violence. On pourrait même, d'une certaine manière, presque avoir un raisonnement inverse. C'est-à-dire que le fait qu'on ait désormais des outils ou en fait que d'une certaine manière les victimes s'autorisent en fait à porter plainte, ça veut aussi dire d'une certaine manière que ces actes-là paraissent moins légitimes, en tout cas qu'on les accepte moins. Parce que, par exemple, hein, il y a quand même des années, quand on parle des années 60, des années 70, des années 80, où il y a plein de travaux historiques hein, qui montrent qu'il y avait la question du racisme, la question des discriminations raciales dans les rapports police-population, etc. Ils étaient aussi très, très présents. On a beaucoup de cas, on a des affaires, etc. Mais on n'a pas voilà, les chiffres comme ça sur la durée. Donc, juste, je pense qu'on peut dire avec certitude, c'est que clairement, en fait, ces actes de type raciste, en tout cas qui posent problème comme ça, ils paraissent moins légitimes, en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a une parole qui se libère beaucoup plus qu'il y a même 10 ans hein, sur ces questions-là. Donc ça, c'est évident. Est-ce que c'est plus ou moins que par le passé? C'est pas évident. Et je pense qu'on peut même faire l'hypothèse inverse, d'une certaine manière. Bah oui, parce que il y a aussi des raisons objectives. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, on sait très bien que si on pense dans les années 70, 80, etc., il y a beaucoup de personnes qui étaient immigrées et qui étaient aussi victimes de ce type de comportement. Et aujourd'hui, il n'y a pas que des personnes immigrées, il y a aussi je dirais, des personnes qui sont des enfants ou des petits-enfants d'immigrés. Et du coup, c'est vrai que même, ça on le sait très bien, tous les travaux de sociologie le montrent, hein, le rapport de légitimité à l'institution, quand on est né en France, par exemple, on n'est pas né en France, on n'a pas forcément le même rapport au sentiment de légitimité, d'illégitimité. Et c'est vrai que quand on vient d'arriver dans un pays et on se sent comment dire, écrasé par une institution ou victime de quelque chose qui pourrait être de l'ordre de l'injustice, quand on n'est pas né dans le pays, par exemple, on a plus tendance, entre guillemets, à faire profil bas, à courber les chines. Donc, vous voyez, je ne réponds pas vraiment à la question, mais je donne des éléments comme ça qui permettent de mettre un petit peu les choses en perspective. Et franchement, ce n'est pas parce qu'on a certains indicateurs qui disent qu'on a tendance à avoir une augmentation qu'on a nécessairement objectivement une indication. Par contre, ce qu'on voit très clairement, c'est qu'aujourd'hui, ça pose un problème, je dirais, à la conscience collective qui est beaucoup plus net que par les passés. Et ça montre des déplacements qui sont assez clairs. Je pense qu'il y a un dernier élément qui est très très important aussi dans ce type d'affaires, parce qu'on là on parle un peu d'objectivation. C'est bon là c'est un élément technologique, hein, c'est que maintenant on a des téléphones portables qui filment, et ça c'est une grande différence. C'est-à-dire que il suffit de regarder les travaux historiques hein, sur ces questions-là, sur des histoires de bavure, pas bavure. Bon, c'est toujours, dans ces histoires-là, de toute façon, c'est toujours parole contre parole. Et on sait qu'il y a toujours forcément des asymétries. Enfin, ça, c'est la sociologie aussi montre très, très bien ça. Hein. Toutes les paroles, entre guillemets,
ne se valent pas d'un point de vue social. Quand on a affaire à l'institution policière, on sait, enfin toutes les institutions de manière générale, que c'est toujours un problème. Et là, ça change la donne, la question des téléphones. C'est-à-dire que c'est plus maintenant toujours parole contre parole entre la personne victime, alors vrai ou pas, on ne sait pas, et la personne qui aurait asséné le coup, professé une injure. Maintenant, on peut avoir des tierces parties qui filment. Alors après, c'est toujours la question, il faut remettre le film en contexte, etc. Parce que c'est facile hein, aussi de sortir des images du contexte. Ça, c'est très important. Mais ça change tout. Ça change tout parce que ce sont des éléments là qui, à un moment donné, et on voit bien comment aussi dans le débat public, parce que la vidéo, c'est pas qu'un élément, je dirais, à charge ou à décharge objective, c'est aussi un élément qui produit de l'émotion, en fait, d'une certaine manière. Et quand on voit, on pourrait prendre des affaires différentes, je dirais, d'une certaine manière, de l'affaire Benalla jusqu'à George Floyd, c'est bien aussi, on voit bien la question de la vidéo qui, à un moment donné, fait que les choses se cristallisent et qu'on peut faire des grands discours, on peut dire des choses, voilà, comme font les sociologues, par exemple, hein, depuis un moment, mais ça n'a pas la même, je dirais, la même charge émotionnelle quand vous avez une vidéo. Et dans George Floyd, c'est assez évident. Voilà, c'est une vidéo et puis après, quand on va chercher qui a fait la vidéo, on voit, enfin, il y a eu cette histoire sur la jeune fille, etc. Il y a quelque chose qui se met en place et qui vient un côté immédiat comme ça, qui fait que du coup, les choses s'imposent. Parce qu'au fond, sur l'affaire George Floyd, enfin, des Noirs aux États-Unis qui sont morts dans ces conditions-là et de la même façon, il y en a eu beaucoup d'autres. Hein. C'est pas, d'une certaine manière, c'est pas une nouveauté. Hein. Mais je dirais la nouveauté, c'est la viralité de la vidéo aussi. Donc ça joue. Bah, oui, avec ces vidéos. Puis les vidéos, il n'y a pas que la vidéo, c'est aussi la source de la vidéo. C'est-à-dire que maintenant, en fait, on voit bien qu'avec les réseaux sociaux, surtout sur ce type de contenu, on est sur des contenus rapides, c'est pas des vidéos qui durent non plus 15 minutes, donc c'est des choses qu'on peut, comment dire, voilà, qui font viralité assez vite. Et puis, justement, même, je dirais, le statut du citoyen lambda, entre guillemets, qui poste directement cette vidéo-là, ça lui confère comme ça une forme d'authenticité, je dirais. Alors, je parle là dans la réception, mais on voit bien qu'au niveau de la réception, c'est pas pareil que une vidéo filmée par un organe de presse, etc. Donc, tout ça, ça change, je dirais, évidemment, la donne, parce que c'est vrai qu'il y a des images qui sont, quand on les voit comme ça, insupportables, quoi. Et donc, du coup, ça provoque des débats. Donc, là, il y a une évidence. Et c'est presque aussi, d'une certaine manière, aussi, enfin, les médias jouent aussi beaucoup sur la dimension spectacle. Hein. C'est aussi voilà, même si ce sont des vidéos terribles, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du spectacle et du spectacle assez court. Hein. Et donc ça, du coup, ça fait émerger effectivement. Du coup, après, il faut en débattre. Il y a un deuxième moment qui vient après, évidemment, hein, mais ça change effectivement grandement la donne. Je pense que si en 1961, par exemple, hein, il y avait eu des vidéos, on peut imaginer en fait que le traitement politique et médiatique de ce qui a pu se passer en octobre, hein, par exemple, aurait été bien différent. Donc là, c'est une différence nette, hein, évidemment. En fait, c'est la question du rapport aux faits divers, hein, de manière très générale. C'est-à-dire que c'est laisser la place justement à l'analyse, à l'analyse contradictoire, hein, à l'analyse critique, de faire un petit peu ce qu'on fait là finalement. C'est de laisser aussi place après le moment, je dirais, de l'émotion, hein, qui est légitime et qui a son temps, mais qui est un temps rapide en fait. Hein. C'est laisser de l'espace à voilà, un espace de compréhension, d'analyse, parce qu'au final, hein, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions-là, qui ont des avis, enfin, pas que des avis d'ailleurs, je dirais une expertise. Hein, et donc, du coup, c'est laisser cette place-là. Donc, si ce type de vidéo permet d'ouvrir ce genre de dialogue et de discussion, c'est évidemment. Mais bon, on voit bien, c'est toujours la difficulté dans les médias, c'est-à-dire que voilà, le show chasse le show. Et on voit bien qu'il y a quand même voilà, au niveau des médias aussi, il y a
y a une réflexion qui est un peu en cours sur, notamment justement sur, avec voilà, les réseaux sociaux, Internet, c'est-à-dire qu'on voit bien que maintenant, la plus-value d'un média, enfin, c'est les médias se questionnent dessus aussi, hein, c'est pas jouer ce jeu-là, enfin, plus jouer ce jeu-là d'une certaine manière, parce que à ce jeu-là, quelque part, vous serez toujours battu. Ouais, bah, il y a beaucoup, beaucoup de. C'est un peu multifactoriel, hein, je dirais. Donc, il y a plusieurs raisons. Je les donnerai peut-être pas toutes, mais je vais essayer un petit peu de. Alors, bon, peut-être on va se serrer sur le rapport entre police et quartier populaire. C'est peut-être. Parce que je pense que c'est un sujet en soi, d'une certaine manière. Et je dirais que c'est pas qu'une question technique de formation, même si c'est très important et c'est une question, à mon avis, centrale, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on lui demande de faire. Parce que en gros, il y a quand même une accumulation quoi, dans les quartiers populaires depuis, on va dire, une bonne trentaine d'années, hein, une accumulation dans le dysfonctionnement et de problèmes en fait, dans le rapport police-population qui fait aussi, je pense que c'est un des autres facteurs, c'est-à-dire par rapport à la première question, hein, qu'est-ce qui fait aussi qu'à un moment donné, il y a ce ras-le-bol et à un moment donné, ce truc voilà, bah, on crie, on parle de ces choses-là, c'est parce qu'il y a une accumulation en fait, de dysfonctionnement dans le rapport police-population dans les quartiers populaires. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de Adama Traoré, mais quelque part, je dirais c'est presque la mort de trop, d'une certaine manière, au sens où s'il y a cette forte résonance, c'est que ça s'appuie sur des années en fait, de dysfonctionnement et de blessés et de morts. Alors, pourquoi ça bah, il y a plusieurs choses. Première chose, c'est qu'est-ce qu'on demande à la police de faire en fait, dans ces quartiers. Et ça, c'est pas la faute de la police d'une certaine manière, c'est qu'on voit, et ça c'est aussi des questions de choix budgétaires, c'est que en fait, ces quartiers, ils tendent à s'appauvrir en fait depuis 20, 30 ans, etc. Parce que, en gros, bah, dès que les gens issus du quartier populaire ont une certaine ascension sociale ou réussite, en fait, ils quittent le quartier. Hein, c'est un peu une dynamique. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire justement, quand on dit que ces quartiers s'appauvrissent, ça ne veut pas dire que en fait, les gens sont condamnés à habiter dans ces quartiers. En fait, il y a beaucoup de gens qui partent. Mais ceux qui restent, en fait, ce sont ceux qui n'arrivent pas à partir, en fait, d'une certaine manière, et donc qui ont des conditions de vie, en fait, difficiles, quoi, d'un point de vue matériel, social, etc. Et puis, où, du coup, on a une concentration de problèmes, d'argent, de chômage, etc. Donc, on a aussi une concentration voilà, petite délinquance de rue, etc., qui existe dans ces quartiers. Et donc, évidemment, on envoie la police parce qu'on est sur des questions d'infraction, etc. Mais qu'est-ce qu'on a observé depuis une trentaine d'années? C'est qu'en gros, face à cette population des jeunes, qui sont plutôt des jeunes garçons, qui sont dans cette phase où on peut connaître un passage dans la délinquance, etc., bah, en fait, il y a eu depuis une trentaine d'années de moins en moins d'adultes en fait, référents pour cette population et pour ces jeunes qui parfois peuvent être un petit peu perdus. Et là, je pense à toutes les transformations dans l'éducation populaire, dans l'éducation nationale, dans le travail d'animation. Enfin voilà, on est sur des. Et c'est vrai, et ça, c'est pas la faute de la police, d'une certaine manière. Très souvent, la police se retrouve un peu les derniers, entre guillemets, à traiter cette question-là, en fait, cette question sociale, en fait. Mais c'est comme si on la traitait d'une question purement, comment dire, policière. Alors que, pour revenir au lien dont je vous parlais, si on voit bien que ce lien entre délinquance juvénile et pauvreté et concentration de pauvreté, il est très très clair. Ce qui prime, c'est quand même la question sociale. Et donc, si à un moment donné, on a plus que le traitement, je dirais, de dernier recours, qu'est ce traitement, ça pose un vrai problème. C'est-à-dire qu'en gros, je caricature un peu, mais dans certaines situations, c'est un peu ça. Si face à cette jeunesse qui a des difficultés, qui est en proie de vraies difficultés, il n'y a plus que la police, et la police, elle n'est pas là, enfin, elle est là pour faire un boulot de police. Hein. Ça pose quand même un vrai problème. Ça, c'est une première chose. Donc, voilà, et le fait, et ça c'est un vrai problème, le fait que la police ne soit plus que, dans de nombreux cas, un peu le dernier rempart, c'est un vrai problème.
l'autre problème, c'est que du coup, ce qui est un peu la conséquence de ça, c'est que la police est très peu en lien avec d'autres voilà, instances de socialisation ou adultes référents. Et ce lien-là, il est décisif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un jeune, et là je prends pas le cas du jeune accusé en tort, je prends le cas du jeune qui dit un peu, qui est bon, si la police était en contact avec je dirais des militants associatifs, des animateurs, des adultes, quoi, même des papas, on aurait une autre forme de dialogue et de traitement du problème. Et ça aussi, ça a été complètement rompu. Et ça a été aussi rompu, c'est l'effet un petit peu, il y a un effet boule de neige, c'est-à-dire que la police n'ayant plus que comment dire, cette action policière, évidemment, le temps passant, il y a une perte de confiance totale en fait qui s'est passée entre la police et la population, parce que la police n'arrive que pour punir, mais punir qui? Les policiers étant de plus en plus loin du terrain, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de ces questions d'histoire de police de proximité, etc. Parce que là aussi, c'était une façon un petit peu différente de faire. C'est-à-dire qu'un policier qui connaît le quartier, qui connaît déjà, il va pouvoir savoir à peu près, il va avoir une carte. Alors, elle n'est pas toujours sûre. Hein. C'est la même chose quand on fait la sociologie, on est sur le terrain, on a des grosses intuitions, mais parfois on peut se tromper. Mais on sait à peu près qui fait quoi. En tout cas, on a des bonnes idées, ou qui peut passer par quoi, etc. Et si on veut d'ailleurs savoir vraiment ce qui se passe, on peut discuter avec les gens et le faire de manière un petit peu, je dirais, un peu pacifiée. Et soit pour quelqu'un qui pourrait partir à la dérive, etc., ça permet de faire un peu de la prévention aussi, d'une certaine manière, et pas que arriver après coup. Mais ça permet aussi de faire la différence entre voilà, quels sont les jeunes en fait qui sont vraiment voilà, qui participent à un réseau, qui font des actes délictueux, et les jeunes en fait qui sont juste copains avec ces jeunes-là, par exemple. Ils ont le droit d'être copains avec ces jeunes-là. Et cette distinction-là, en fait, quand on a une police qui est devenue complètement comme ça extérieure au quartier, alors voilà, pour deux raisons, hein. À la fois parce qu'elle s'est coupée des liens avec la population pour cette histoire de méfiance, mais aussi parce qu'en fait, le travail n'est plus le même, il n'y a plus de travail sur la proximité. En gros, les policiers viennent à contrôler tout le monde d'une certaine manière, parce qu'ils ne savent plus vraiment qui est qui fait quoi. Donc, il y a une forme de profilage comme ça qui se met un peu en place. Il y a un profilage qui n'en est pas un, c'est-à-dire en gros, on cherche des jeunes plutôt de couleur qui portent des capuches, quoi. J'exagère à peine, mais bon, c'est le résultat de la concentration sociale. Des jeunes non blancs qui portent des capuches dans un quartier populaire, vous ciblez presque tout le monde en fait. Et du coup, vous voyez, même si vous avez je dirais ce ciblage qui ne serait pas raciste en soi, je dirais qui correspondrait vous en venez à contrôler tout le monde avec un esprit de méfiance, parce que aussi les policiers sont sur leur garde. Et pourquoi ils sont sur leur garde? Parce qu'on leur fait plus confiance. Vous voyez, il y a un cercle comme ça. Et donc, du coup, les contrôles sont toujours très méfiants, sont hyper durs, en fait. C'est des contrôles qui sont et qui se passent pas souvent bien. Alors, il ne faut pas faire de généralité, mais pas souvent bien. Mais je dirais même quand ça se passe pas souvent bien, en fait, c'est pour ça qu'il faut comprendre aussi ce que ça laisse comme séquelles, en fait, dans la jeunesse des quartiers populaires. C'est-à-dire que même si je dirais il se fait dans les formes, le contrôle. Quand vous êtes contrôlé plusieurs fois par semaine, et que finalement on vous demande de prouver votre identité dans l'endroit qui est le vôtre et dans un endroit que vous connaissez mieux que la personne qui vous contrôle. Vous voyez, ça laisse comment dire, des marques très très fortes. Et enfin, moi je fais beaucoup d'ethnographie dans mon travail. Tous les jeunes des quartiers que je connaisse, garçons notamment, en fait, ils vont tous avoir une expérience comme ça qui les a marqués, en fait, et qui les marque encore des années après. Et ça laisse, comment dire, voilà, des marques de défiance, ça laisse de la rancœur. Et c'est aussi sur ce contexte-là, je dirais, que la police travaille. Donc, du coup, quand la police tend à dire, oui, mais en fait, la population est contre nous, entre guillemets, ce contre nous, c'est aussi la conséquence de tout ça. C'est-à-dire que, et j'irais même encore un peu plus loin, c'est-à-dire qu'en fait,
pour beaucoup de personnes dans les quartiers populaires, et notamment par exemple les mamans. Hein. Les mamans, elles disent à leurs enfants, notamment aux garçons, si tu vois la police, tu fais un pas de côté, parce que ces histoires de contrôle, ils sont pas agréables et qui se terminent pas toujours bien, ils existent. Donc c'est un conseil, je dirais, très courant, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire que la population a intégré en fait le fait que la police était un problème, et que du coup, il faut se protéger d'une certaine manière de la police, parce que ça peut mal se passer. Moi, les exemples de contrôle qui sont très très mal passés, de jeunes qui sont, quand on les connaît très bien, au-dessus de tout soupçon, j'en connais à l'appel, et on voit bien que ça se multiplie. Donc c'est à la fois se protéger, je dirais, de la police, ce qui est terrible quand on y pense, et c'est terrible pour les policiers, hein. C'est-à-dire que quand vous discutez tranquillement avec les policiers, enfin, c'est exactement l'inverse pour lequel un policier s'engage dans la police. Un policier, c'est pas pour le salaire qu'il fait son travail, hein, c'est pour protéger en fait la population. Et quand il sait, et les policiers le savent très bien, qu'ils sont perçus comme une menace, en fait quelque part c'est très violent pour ces policiers. Et donc se protéger de la police, mais c'est aussi, ça va même plus loin, c'est aussi se protéger sans la police. C'est-à-dire que d'une certaine manière, quand il y a des problèmes dans les quartiers qui, je dirais, si on était dans un état de droit normal, entre guillemets, voilà, problème de voisinage, problème de violence interpersonnelle, ou même problème de, voilà, les dealers qui vous embêtent en bas de chez vous, etc. Enfin, voilà, ce type de problème, en fait, où normalement, vous devez appeler la police pour pouvoir régler le problème. La population n'appelle même plus la police, parce que comment dire, il y a l'idée qu'il faut se débrouiller sans la police. Ce qui fait que ça induit des nouvelles façons de se protéger, que la police, en fait, va, comment dire, analyser comme une sorte de défiance à son encontre, en disant, mais en fait, là, oui, la population ne nous appelle pas. Vous voyez, et donc, du coup, on est comme ça dans un sorte de cercle vicieux, et qui traduit vraiment, comment dire, le fait que ce fonctionnement-là, entre guillemets, ne fonctionne pas. Puis, je dirais, sur le ciblage des contrôles, quand on parle de ciblage basé sur la question de la race, notamment, etc., ouais. Bah, il y a aussi des choses qui sont liées au fonctionnement, je dirais, interne. C'est-à-dire que, et ça, c'est lié notamment à la politique du chiffre dans la police. C'est-à-dire que donc, bon, il y a eu un virage, hein, Nicolas Sarkozy, etc., sur la politique du chiffre, c'est-à-dire qu'on doit produire des chiffres de traitement de la délinquance meilleurs, quoi, en fait, pour montrer à la population et aux électeurs qu'on s'occupe de la petite délinquance, etc. Et on sait très bien, en fait, qu'au niveau de la police, les deux infractions les plus intéressantes, alors je ne parle pas du point de vue du travail policier en soi, hein, les policiers vous diront tout ça aussi, hein, mais intéressantes en termes de ratio chiffres entre comment dire, infractions constatées et affaires résolues. Ouais. En gros, c'est ces deux types de profils, c'est soit les sans-papiers, c'est-à-dire que quelqu'un qui est sans papier, parce que si vous faites un contrôle d'identité sur quelqu'un qui n'a pas ses papiers, qui est comment dire, de façon qui est présent sur le territoire de manière illégale, c'est un contrôle, une affaire résolue. Puisqu'en fait, en contrôlant la personne, vous avez découvert un problème et vous le résolvez tout de suite, puisque en fait, le problème, c'est qu'elle n'a pas ses papiers. Donc, vous voyez le ratio, c'est-à-dire que là, c'est du qu'on appelle en termes de taux d'élucidation, c'est ce qu'on regarde beaucoup, c'est du 100%. Vous avez ouvert un cas et vous le résolvez tout de suite. La même chose avec voilà, ce qu'on appelle les chiteux, quoi. Le jeune qui est en train de fumer du shit, par exemple, en bas de chez lui. Là, c'est pareil, une interpellation dans un quartier, un problème résolu tout de suite, puisque quelque part, c'est du flagrant délit. Bon, c'est du petit délit, hein, on parle de petit délit, mais donc ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes tenu de faire ces chiffres-là, il y a aussi, vous voyez, c'est pas une injonction explicite, mais vous savez très bien qu'en faisant ce type de contrôle, et c'est des contrôles qui sont basés sur le faciès, mais c'est pas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessairement en fait une conscience
raciste qui emmène à ce contrôle qui est racialisé pour le coup. Mais c'est aussi un effet de ce type de politique. Mais c'est clair que pour la personne qui reçoit, comment dire, le contrôle et je veux dire enfin, qui se fait arrêter, quoi. Évidemment que quand vous faites contrôler dans ce contexte-là par des policiers qui sont aussi majoritairement blancs, parce qu'en fait, du coup, c'est aussi il y a il y a plein de travaux hein, sur l'origine sociale et géographique des policiers, même si ça change. Par contre, ce que montrent aussi les enquêtes précises sur est-ce que la présence en fait de ces policiers change les pratiques? C'est pas si évident que ça. Hein. C'est-à-dire que mais du coup, ce qui permet de voir, peut-être que c'est pas qu'une question d'ethnie ou de race ou d'origine ethno-raciale, parce que on voit bien là aussi que c'est pas parce qu'il y a nécessairement plus de policiers en fait d'origine immigrée ou non blanc dans la police que certains dysfonctionnements cessent, parce qu'on est sur à la fois, comme vous l'avez dit, hein, des choses qui sont liées au fonctionnement interne, mais aussi des choses qui sont liées, je dirais, au fonctionnement politique et externe de la police. On ne peut pas dire que tous les policiers soient racistes et dire la police est raciste, c'est ça ferait pas, ça c'est pas juste, et parce que c'est pas le cas. Par contre, et ça il faut le dire, parce que du coup c'est le type de propos un peu paresseux, je dirais, qui évite, et puis du coup qui est un petit peu facile, c'est-à-dire que du coup ça veut dire que les problèmes seraient exactement les mêmes aux États-Unis qu'en France, etc. Et puis on est dans une narration un petit peu, je dirais, facile. Donc on ne peut pas dire que voilà, toute la police est raciste et que la police est raciste par nature, comme ça, c'est plus compliqué ça. Et je pense que l'agent Kanté vous a très bien expliqué ça. Donc, on ne peut pas dire que la police est raciste par nature. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, on voit bien que, ça c'est un premier point, c'est que je dirais par effet de structure et par effet politique et par effet de cercle vicieux, du point de vue des jeunes des quartiers populaires, on peut avoir le sentiment d'être racialisé parce qu'en fait on l'est, c'est-à-dire, et ça c'est vraiment lié je dirais, à la concentration sociale et raciale et au rôle que joue la police dans les quartiers populaires depuis 20-30 ans et à la coupure police-population. Donc c'est clair que du point de vue des jeunes, le sentiment d'être en tant que non-blanc contrôlé régulièrement par des blancs, entre guillemets, policiers et souvent à tort, c'est un sentiment qui laisse très clairement penser qu'il y a un problème de racisme. Et ça, vous voyez, on est un petit peu on a un peu conscience, mais c'est très important et c'est vrai. Ça, après, sur le racisme à l'intérieur de la police, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que des policiers peuvent avoir un comportement qui, pour les contrôler, laisse vraiment un sentiment très très puissant que c'est raciste, en fait, qui est un comportement de type raciste, alors qu'ils ne le sont pas nécessairement eux-mêmes, vous voyez, par effet de structure, je dirais, politique et sociale. Ça, c'est un premier point. Après, il y a un autre point qui est quand même important, c'est qu'une partie de la police, effectivement, a des propos racistes, adhère à une idéologie de type raciste, mais c'est une partie seulement. Alors, on voit que, bon, alors ça c'est lié un peu à la conjoncture, mais le ministre de l'Intérieur tout de suite prend des dispositions, etc. Je pense que, par exemple, si on avait le même type de page Facebook, et pourquoi pas, dans l'éducation nationale, par exemple, à l'intérieur du métier même, je dirais, le métier aurait fait en sorte que cette page s'arrête tout de suite, parce que, je prends à dessein l'exemple de l'éducation nationale, mais au sein de cette corporation, entre guillemets, on n'aurait pas laissé, entre guillemets, passer ce type de propos, parce qu'ils auraient été jugés comme faisant offense, au fond, à la profession.